Salut et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par La Facto, le collectif des jeunes engagés pour l'industrie, et en partenariat avec Engie et est soutenu par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ici, on parle parcours, décisions, femmes et surtout de ces femmes qui prennent la parole dans des environnements exigeants. Je suis Julie Elbaz, cofondatrice de La Facto, consultante en stratégie et passionnée par l'industrie. Quand on pense à la robotique, on pense au monde du futur, à l'intelligence artificielle, à de la science-fiction. On parle beaucoup de technologie, mais parfois moins des métiers, de la recherche et des parcours qui se cachent derrière. Et qu'est-ce que ça implique finalement concrètement de travailler dans la robotique et dans la robotique industrielle au quotidien ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Baudet. Audrey évolue dans le monde de la robotique, à la fois dans un univers très technique, très industriel et parfois encore un peu masculin. Quand on pense à la robotique, on pense souvent au futur, à l'intelligence artificielle, à de la science-fiction et à des démonstrations spectaculaires. On parle beaucoup de technologie, mais moins des métiers, des parcours et des choix professionnels qui se cachent derrière. Et de ce que ça implique concrètement de travailler dans la robotique physique, industrielle au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Baudet. Audrey évolue dans le monde de la robotique, un univers qui est à la fois très technique, très industriel et parfois un peu masculin. Ce qui m'intéresse dans son parcours, c'est comment on construit ce parcours, comment on arrive à ces métiers-là et comment on articule un peu cette vision stratégique, la réalité terrain. Dans cet épisode, donc, on va parler un peu de tous ces sujets. Donc, merci Audrey d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour Julia. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aime bien commencer par quelques questions un peu pour briser la glace. Et avant de rentrer un peu plus dans les détails et dans ton parcours plus précisément, si tu devais nous donner un peu une image qui illustrait ton parcours, comment tu illustrais un peu ton parcours aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ? Mon parcours, il a eu beaucoup de facettes différentes. Avant de rentrer chez Wondercraft, j'ai bossé dans 5 boîtes différentes. Ouais. Je pense qu'on peut dire que Wondercraft, c'est la somme de toutes les 5 boîtes que j'avais fait avant et toutes les activités que j'avais fait avant. Et donc, ce serait un peu un puzzle entre Wondercraft, dont tu vas nous présenter un peu plus tard, et quels étaient un peu les autres sujets que tu as explorés avant ? J'ai toujours travaillé dans le monde de la santé, de près ou de loin. Donc, j'ai bossé dans un CHU. Ma première expérience professionnelle, c'était dans un CHU. C'est étonnant, à la sortie d'une école d'ingé. Après, j'ai bossé dans un laboratoire d'essai. Ensuite, j'ai bossé plus dans la partie logiciel scientifique. J'ai fait un peu de conseil en production. Et ensuite, je suis arrivée chez Wondercraft. Et donc, peut-être que tu peux nous expliquer déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Wondercraft ? Wondercraft, c'est une entreprise qui a été créée en 2012 par 2 copains d'école qui voyaient des vidéos de folie sur la robotique et qui se disaient pourquoi est-ce que moi, j'utiliserais pas cette techno-là pour en faire bénéficier au plus grand nombre et notamment à leur famille dans l'objectif de les faire remarcher. Donc, il y a un des cofondateurs qui a une maladie neurodégénérative dans sa famille. Et du coup, il s'est dit, ces gens autour de moi qui perdent la marche petit à petit, moi, j'aimerais bien leur redonner. Donc, c'est comme ça que ça a été créé. Depuis, on a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et on est environ 140, répartis entre Paris et New York. Et on bosse sur, du coup, historiquement, des exosquelettes. On développe des exosquelettes pour le médical et pour faire marcher les gens. Et depuis récemment, depuis l'année dernière, aussi la partie robot humanoïde. Donc, on a utilisé la techno qu'on avait développée pour les exosquelettes et là, on l'a appliquée à un autre cas d'usage. Trop bien. Donc, toi qui venais du monde de la santé, d'une école d'ingénieur, etc., comment tu as atterri dans la robotique ? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans la robotique ? C'est un peu un hasard. J'ai toujours été assez intéressée par la robotique, mais je ne m'étais pas forcément dit que je travaillerais dans le domaine de la robotique. Du coup, j'ai été contactée, vraiment le pur hasard, j'ai été contactée par une boîte qui proposait un poste qui me plaisait. J'ai été séduite par le poste. À l'époque, la mission, c'était, Wondercraft n'avait pas encore de produit et on était encore en phase de développement. Et la mission numéro 1, c'était de satisfaire les tout premiers clients. Okay. Et j'ai trouvé ça super enthousiasmant comme mission. Et donc, c'est quoi les premiers clients comme ça d'une entreprise qui n'a pas encore de produit ? C'était quoi un peu le challenge à ce moment-là ? À ce moment-là, du coup, quand on dit qu'on n'a pas de produit, c'est-à-dire qu'on a un prototype qui n'est pas encore marqué CE et qu'on ne peut pas encore utiliser avec des patients. Donc, les premiers clients, c'est des partenaires cliniques, du coup, des centres de rééducation. Un centre de rééducation qui avait acheté l'exosquelette et on était en phase finale de développement du produit.
L'idée, c'était de livrer cet exosquelette à cette clinique et du coup d'assurer à la fois que techniquement, ça allait bien fonctionner avec les patients et que cliniquement, l'exosquelette, il allait être utilisé par des thérapeutes et par des patients. Donc, tu as suivi un peu toute cette phase de prototypage, la phase un peu aussi d'obtenir les différents brevets. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as vu finalement cet exosquelette finalement sur un vrai patient? Je pense que j'ai de la chance dans la mission que j'avais parce que j'ai eu beaucoup l'occasion de le voir. Wow. Parce que c'était moi qui ai installé les exosquelettes et qui formait les équipes. Ok. Et c'est le moment le plus émouvant, le moment où il y a un patient qui rentre dans l'exosquelette et qui se lève pour la première fois. Parce que le monde autour de lui n'a pas eu l'habitude de le voir comme ça, lui il n'a pas eu l'habitude de se voir comme ça. Donc c'est toujours le moment où des fois on a la petite larme à l'œil. Ouais, j'imagine, ça doit être impressionnant. Et c'est un parcours qui est très technique parce que là on touche au monde de la santé, on touche à des innovations techniques qui sont très précises. Comment toi tu appréhendes un peu ton job en tant qu'ingénieur, tu es dans les opérations? C'est quoi un peu les difficultés ou en tout cas les forces qu'il faut avoir pour appréhender un job comme ça, à la fois très technique dans la santé et aussi dans une expansion industrielle, quoi, le fait qu'il doit approcher sur de plus en plus de patients et de plus en plus d'utilisateurs? Je dirais pas que c'est la partie technique qui est forcément, en tout cas dans mon job, qui est forcément la plus présente. C'est plus la façon de s'adapter aux différents interlocuteurs, activités. Le fait de toujours se poser la question, est-ce que je suis en train de faire quelque chose est-ce que ce que je fais, ça a un sens ou pas? Parce que finalement, c'est pas si fréquent de se retrouver à lancer pour la première fois un produit qui n'existait pas jusque-là, essayer de trouver les utilisateurs qui vont s'en servir. Et du coup, il y a le défi technique, mais moi directement, je suis pas directement impliquée dans la partie défi technique. Moi, je suis juste dans l'étape juste après où on a un produit qui est super technologique et qui a été développé, qui répond à un besoin. Et l'idée, c'est de faire coller ce produit-là au plus de gens possible, à nos utilisateurs sur le terrain. Et du coup, il y a une idée de essayer de comprendre ce que les utilisateurs ils ont besoin. Et donc, bien comprendre les contraintes techniques, les besoins des utilisateurs et s'assurer que les deux collent. Et parce que parfois, ça peut être un peu flou. On a beaucoup d'auditeurs qui c'est des jeunes, des étudiants qui cherchent un peu à s'orienter aussi dans le monde de l'industrie. Comment, finalement, on sait ce qu'ont besoin de nos utilisateurs? Vous allez dans des centres de rééducation? Comment vous procédez? Oui. On a toujours développé au plus proche de nos utilisateurs. Donc, le meilleur moyen de savoir ce qu'ils veulent, c'est d'aller les voir et de leur demander. Et peut-être même pas de leur demander, de les laisser s'exprimer quand ils essayent. Et après, on a beaucoup d'utilisateurs différents, donc c'est pas parce qu'il y a une personne qui demande quelque chose que ça sera quelque chose qui sera répété. Donc forcément, il y a un process d'analyse derrière de à quel point je prends tous les feedbacks que je reçois ou pas, et quand est-ce que je l'intègre dans le produit. On a un produit médical, donc c'est super réglementé. Et on peut pas. Le process de nouvelles versions, il est long. Donc on ne peut pas toujours intégrer au fil de l'eau, même si on adorerait. Donc on a un peu un processus de priorisation des demandes qui arrivent. Et après tout à l'heure, donc ça c'est la partie très client. Ensuite on a la partie industrielle derrière qu'il faut suivre. Aujourd'hui la partie volume de production, elle est assez encore pas énorme. On parle de tout petit volume de production, donc c'est entre guillemets assez facile de mettre à jour les produits et de mettre à jour notre première ligne de production. Et l'enjeu, ça sera de continuer à garder cette agilité tout en grandissant. Toi, tu as évolué en tant qu'ingénieur au début de tes études. Tu te voyais, quand tu es rentrée en école d'ingénieur, c'était quoi ton projet? Tu te voyais faire quoi quand tu serais grande, après une école d'ingé? Si, c'est une bonne question. J'ai toujours été intéressée par le monde de la santé de manière générale parce que j'avais envie de faire quelque chose qui soit utile. Et c'est quelque chose avec lequel je me raccrochais beaucoup. J'avais pas d'idée préconçue à la base quand je suis rentrée. J'aimais bien comprendre comment les choses fonctionnaient. J'aimais bien avoir un impact. J'avais envie de sentir que j'avais un impact autour de moi. Après, comment l'impact, peu importe, entre guillemets. Et du coup, je suis arrivée chez Wondercraft, ce qui, pour moi, colle à ce que je recherchais. Et donc, dans des études d'ingénieur, quand tu t'es orientée plus un peu sur la question études et métiers, sur des études d'ingénieur, tu penses que ça a satisfait ta curiosité? Est-ce que tu t'es spécialisée dans un certain domaine en sortie d'études ou à la fin de tes études? Alors déjà, je me suis beaucoup posé la question, parce que quand je suis rentrée en école, je me suis posé la question technique ou littéraire. Ok, waouh.
avant de rentrer en école d'ingé, j'aimais bien comprendre comment les choses marchaient. Et j'avais l'impression qu'il y avait plus de débouchés derrière la partie technique que la partie littéraire. C'est pour ça que je suis partie de ce côté-là. Mais je me suis quand même posé la question. Et après, côté technique, ça s'est fait un peu naturellement. Oui, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses pendant mes études. Et surtout apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter au monde autour de soi. C'est pas forcément pour les cours super techniques qu'on a en école que je pense qu'il faut pas se dire qu'on va dans une école pour ça. Aujourd'hui, le monde des écoles d'ingénieurs, le monde de la robotique, c'est des mondes qui sont assez marqués et stéréotypés par un monde très masculin. Toi, c'est quoi ton expérience en école que dans le monde du travail à ce sujet? Oui, c'est vrai. À la fois au lycée, je pense que j'ai jamais été plus de 20% de ma classe féminine. Ouais. Parce que du coup, au lycée, on devait être peut-être 5. J'étais déjà en filière S, mais technique. Okay. On devait être 5 filles max dans les classes. En prépa, c'est pareil. On était 2 ou 3. Et du coup, je ne me rendais pas compte à l'époque qu'on était à ce point-là en minorité. Et ensuite, en école, on était 15-20 sur une promo de 160. Ouais. Du coup, j'ai toujours évolué dans un milieu super masculin. Moi, je pense que c'est important d'avoir de la diversité, quelle qu'elle soit. Mais c'est pas forcément facile parce que je n'ai pas trop d'explications d'ailleurs, parce que je trouve ça super intéressant comme type de métier. Donc, je suis assez étonnée que ça n'intéresse pas plus de filles à l'école. Et après, par contre, j'ai évolué dans des milieux qui étaient plutôt mixtes. Là, chez Wondercraft, on est majoritairement une équipe majoritairement masculine, mais il y a quand même des métiers qui sont plus féminins. Donc, au global, on ne ressent pas tant que ça la différence. Et tu penses que dans le choix, surtout dans les études, dans les écoles, le fait qu'il y ait moins de filles, ça s'explique par une raison ou une autre, ou bien Je pense que c'est l'image que les gens s'en font. Typiquement, donc moi j'ai fait une école encore plus marquée. Il y avait encore moins de filles dans mon école, j'étais aux arts et métiers. Okay. Du coup, on faisait de la fonderie et de l'usinage et ça donnait pas envie. Je ne sais pas pourquoi ça donnait pas envie, parce que moi je trouve ça super intéressant de comprendre comment on construit une pièce. Mais je sais que ça donnait pas envie aux filles autour de moi. C'est un peu difficile de savoir exactement pourquoi. J'imagine que dans l'imaginaire collectif, on se dit pas que c'est un métier féminin et du coup, on se l'interdit de base ou on voit même pas que c'est une opportunité. Et ce serait quoi peut-être le conseil à des jeunes filles qui ont peut-être un profil ou une appétence un peu plus scientifique et qui hésitent justement à s'orienter vers ce type d'études, ce type de débouchés? C'est facile à dire, mais je pense qu'il faut oser parce que déjà le monde change un peu. Donc moi au quotidien, je le ressens pas vraiment. Okay. Et les écoles, de manière générale, commencent à se féminiser de plus en plus. Et c'est vrai, comme toutes les diversités, je pense que plus on en a, mieux c'est. Et c'est pas parce qu'on est une fille dans l'industrie ou qu'on est une fille dans un milieu technique que ça nous posera des gros problèmes pour la suite. Forcément, c'est un peu facile à dire pour moi parce que je m'y retrouve. Et puis, dans tous les cas, même si ça plaisait pas, en fait, il y a toujours possibilité de se réorienter. Il ne faut pas se dire que quand on se lance dans quelque chose au début de sa carrière, c'est ce qu'on fera toute sa vie. Oui, c'est vrai, on peut jongler entre différents métiers, différents secteurs. Surtout de nos jours, on n'est plus dans cette époque où on faisait 40 ans le même métier dans la même boîte. On peut s'amuser un peu à explorer plein de sujets. Mais c'est vrai que la robotique aujourd'hui, c'est un choix quand même qui est très particulier parce qu'on est vraiment sur l'innovation à son paroxysme, sincèrement. On est vraiment dans l'imaginaire un peu populaire et collectif, dans de la science-fiction, quand on voit les exosquelettes, surtout dans le domaine de la santé ou dans les usines. C'est un peu le monde tel qu'on l'imaginait dans 100 ans, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qui rend un peu ce métier de robotique physique finalement, si particulier? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Je pense qu'on est toujours en recherche de chercher plus que ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on a plein d'applications robotiques, mais il y a encore le champ des possibles, il est énorme. On ne l'a pas encore visité. Et du coup, c'est super challengeant de se dire qu'on peut participer à ça. Typiquement, on parle de robots humanoïdes, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'application encore. Et donc, il va falloir trouver des applications, il va falloir réussir à implanter ça, implanter la technologie, peu importe, dans n'importe quel domaine. Typiquement, quand on parle d'exosquelette, c'est pas si facile de se dire que peut-être dans 5 ou 10 ans, ça sera pas forcément si répandu avant, mais dans 5 ans, on aura peut-être des gens en exosquelette dans la rue, et en fait, ça change, ça va changer des choses dans notre quotidien, quoi.
Et je pense que le plus gros enjeu de la robotique humanoïde, c'est l'adoption. Et de la robotique de manière générale, c'est de trouver l'application qu'il va y avoir et l'adoption derrière. Et en France, on n'est pas si avancé par rapport à d'autres pays. Typiquement, nous, quand on arrive avec un exosquelette dans un centre de rééducation, ça fait un peu peur. La première réaction, c'est que ça fait un peu peur. Et une fois qu'on a passé cette première barrière, on se dit, en fait, c'est super, ça va me permettre de faire plein d'autres choses que je ne pouvais pas faire sans. Mais il faut quand même réussir à passer la première barrière. Et c'est super intéressant de se dire qu'on bosse dans un domaine qui a encore autant de choses à défricher. Ouais, tu dis par rapport à d'autres pays qui peuvent être plus avancés, peut-être dans la robotique, est-ce que tu as des illustrations, des exemples? Puis Wondercraft, on a une filiale aux États-Unis Oui. depuis 3 ans. La culture est assez différente, la culture de la santé est très très différente. Mais surtout, l'innovation dans la santé. Ils ont déjà des exosquelettes dans leur centre de rééducation aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Donc quand on cherche à vendre nos exosquelettes aux États-Unis, souvent ils sont déjà équipés. Donc c'est des remplacements ou des ajouts de produits. En France, il n'y en a pas. Et du coup, ils sont un peu plus avancés dans leur phase d'intégration et d'adoption de la robotique. Ouais, donc en fait, c'est différent. En France, là, vous devez convaincre d'utiliser des exosquelettes. Aux États-Unis, vous devez plus prouver votre valeur sur le marché. Et donc, par rapport aux concurrents. Par rapport aux concurrents, donc c'est plus compliqué. Et peut-être juste pour aborder un peu plus, là on parle de la technologie, mais un peu aussi de tout le process et de la fabrication qu'il y a derrière. Quelle est un peu la réalité industrielle derrière Wondercraft? Où vous fabriquez, par exemple, aujourd'hui? On fabrique rue de Rivoli. Wow. On ne pourra pas dire ça toute notre vie. Du coup, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est rue de Rivoli. On fait à la fois la R&D et à la fois la fabrication au même endroit. On a des volumes de production entre 50 et 100 par an aujourd'hui. Okay. Donc ça reste des très petits volumes encore. Et l'enjeu le plus difficile d'être à rue de Rivoli, c'est les flux. Parce que du coup, on se fait livrer un gros camion rue de Rivoli, c'est pas très pratique. Après, on est au 5e étage. Donc il faut ramener toutes les pièces là-haut. Mais par contre, c'est génial d'être on a la R&D et la production qui est super proche l'un de l'autre. Donc on a des boucles d'apprentissage qui sont super rapides entre les deux. Quand je dis que du coup là aujourd'hui c'est là où on en est, c'est notre première ligne de production. On prévoit de déménager l'année prochaine, toujours dans Paris, mais par contre avec une surface un peu plus grande de production. Trop bien. Et par exemple, pour donner une idée, ça prend combien de temps de fabriquer un exosquelette? Alors, ça dépend de quoi on parle. Entre le moment où on commande les pièces et le moment où on sort l'exosquelette, il peut se passer 6 mois. Okay. Parce que nos délais d'approvisionnement sont très longs. On a des pièces qu'on met 3-4 mois à s'approvisionner. Okay. Par contre, si on part de la production pure d'un exosquelette, l'assemblage, c'est une 50-60 heures. Donc le process de fabrication, c'est tout le design Wondercraft, c'est propriétaire. On a des brevets qui couvrent tout ça. On commande nos pièces. Donc c'est à la fois pièces mécaniques, cartes électroniques, câbles, etc. à des fournisseurs. On reçoit les pièces, on vérifie que tout est OK, tout est conforme, et nous, on fait l'assemblage. Donc on fait l'assemblage de toutes ces pièces-là jusqu'aux tests finaux. On s'assure que l'exosquelette il est OK, conforme à nos spécifications, et ensuite on l'envoie à nos clients. Okay, donc si j'ai bien compris, vous avez la R&D, tous les tests et la production au même endroit? Oui. Vous n'avez pas d'autres sites? Donc, non. En fait, vous pouvez être hyper proche et une vraie proximité qui vous permet d'être hyper résilient en fait, sur la chaîne de production. Oui, et on est très intégrés. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à faire nous-mêmes pour savoir comment faire avant de demander à des partenaires de le faire. Donc oui, on a à la fois la R&D, la production, on a les équipes cliniques, on a les équipes réglementaires, on a les équipes terrain, donc SAV, Customer Success, Sales, tout le monde est au même endroit. Trop bien. Et qu'est-ce que tu penses que selon toi, finalement, les gens peuvent sous-estimer un peu quand on parle d'industrie ou de fabrication d'exosquelettes? La partie réglementation, je pense. C'est un truc qui revient super souvent. Nos clients ne comprennent pas quand ils nous disent qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir différemment. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir. Ça a l'air facile. Pourquoi on ne peut pas l'avoir dans une semaine? Je voudrais rajouter un bouton sur ma tablette. C'est facile, tout le monde sait rajouter un bouton sur une app. Pourquoi je ne peux pas l'avoir la semaine prochaine? Et on veut s'assurer que c'est safe avant de l'implémenter. Du coup, il y a tout un process de certification que les gens ne s'imaginent pas en général. Donc ça montre un peu toute la réalité finalement derrière le monde de l'industrie, qu'on peut avoir des centres de production
comme des petites usines finalement dans le centre de Paris. On peut être finalement hyper résilient dans sa manière de travailler et c'est pas forcément des grands sites industriels aux quatre coins de la France. Mais ça montre aussi que ça s'intègre dans un projet qui est un peu plus narratif. Nous, on a connu à la Facto Wondercraft à travers le prix d'Usine en Lumière, sur lequel vous avez participé à un court-métrage pour montrer un peu comment vous produisez. Et vous avez gagné le prix du court-métrage le plus engagé. C'était quoi un peu l'idée et vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de montrer à travers ce court-métrage? J'avais vu ce concours sur l'été. C'est un peu hasard d'avoir vu le concours et d'avoir voulu participer. Mais du coup, on a trouvé que c'était un petit challenge de montrer que l'industrie peut avoir plein de facettes différentes. Et souvent, on s'imagine l'usine comme une chaîne de production. On est souvent allé voir en école des chaînes de production, des usines de PS, peu importe. En général, l'automobile. Bien sûr. Et en fait, il y a plein de facettes différentes à l'industrie. Et c'est pas que ça. Et d'ailleurs, on peut, je sais pas si c'est facilement, mais s'identifier à une façon une industrie ou une autre. C'est pas parce qu'une ne nous convient pas que toutes ne nous conviendront pas. Et on a aussi des niveaux de maturité différentes. C'est pareil, on s'imagine des chaînes de production qui fonctionnent depuis des dizaines d'années. On a rarement l'occasion de participer à la création d'un nouveau produit. Et en fait, ça existe quand même. Il y a quand même forcément, c'est des tailles plus réduites. Mais ce qu'on voulait montrer, c'était que les métiers sont multiples. On le voit un peu sur le court-métrage. On voit à la fois qu'il y a un test d'exosquelette qui se passe juste à côté de gens qui sont en train d'assembler et de contrôler des pièces. Et je pense qu'en tant que jeune, on peut se reconnaître dans ça, c'est aussi une facette de l'industrie et qu'on peut développer, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, quand on imagine un peu la fabrication, le monde de l'industrie, le monde de l'usine en général, on imagine des gens en bleu de travail dans des grands sites industriels de production un peu excentrés. Et là, en fait, finalement, on voit un immeuble en plein centre de Paris avec des personnes qu'on peut croiser en fait, au coin de la rue à Paris, en tout cas. Et donc, c'est hyper facile de s'identifier. On avait aussi beaucoup de femmes dans la vidéo. Donc, c'est vrai qu'il y avait un vrai engagement dans la prise de position, de ne pas vouloir cocher la classe un peu des clichés de l'industrie, mais de la montrer d'une manière très différente. Je pense que c'est pour ça aussi que cette vidéo elle a été très appréciée, en tout cas là, lors du concours. Et toi, tu as participé plus ou moins directement à ce projet. Qu'est-ce qui t'a le plus touché finalement dans ce projet? Ouais, très directement dans ce projet. Quand à la base, c'était un peu une idée personnelle et je m'étais dit, allez, on va faire ça. Et finalement, les équipes ont adoré parce qu'on les équipes qui produisent, on les met moins en avant que la techno en elle-même. On parle souvent de la super techno qu'on a développée et de ce que ça permet, de l'impact que ça permet dans la vie des gens. Et ça, c'est assez, on en parle beaucoup et ça parle beaucoup aux gens. On parle drôlement moins de comment on produit ces exosquelettes parce qu'on a besoin de tout le monde pour réussir à livrer des clients et réussir à avoir des gens qui s'en servent. Et du coup, les gens qui sont derrière le rideau habituellement, ils ont adoré montrer leur métier, montrer comment ils assemblent. C'est eux qui ont choisi, on voit des images d'assemblage, c'est eux qui les ont choisis. Ils ont choisi les images qui leur paraissaient les plus sympas à montrer et ils étaient fiers de faire ça. Et donc finalement, c'est moi qui ai lancé, mais c'est tout eux qu'on fait après. C'est trop bien et c'est vrai que surtout, là vous travaillez plutôt en B2B. Donc surtout, parfois, c'est un peu compliqué de montrer de la visibilité de ces entreprises qui ont des super projets, des super innovations. On fait moins un peu la publicité au grand public de ce qui se cache derrière. Et donc, en fait, c'était vraiment une idée formidable, sincèrement, de montrer un peu ce qui se cache derrière, aussi bien pour les métiers, comme tu l'as dit, mais aussi pour le grand public, de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France dans l'industrie et dans le secteur de la santé en termes d'innovation. Donc, on a beaucoup parlé de ton parcours, un peu de ce que ça montre un peu l'industrie. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te motive finalement à continuer dans ce secteur ou tu dois encore un peu vagabonder dans d'autres projets peut-être par la suite? Non, pour l'instant, je n'ai pas envie de vagabonder. Je suis très bien aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'on est toujours à la limite de ce qu'aujourd'hui on sait faire. Donc on est à l'état de l'art de la robotique. Et il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et il faut le faire. Il faut le faire, je ne sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas, moi, je trouve ça très motivant de le faire. Et d'essayer de trouver des applications à tout ce qu'on est en train de développer. Par exemple, on voit des vidéos de folie de robots qui font des saltos. C'est super... Enfin, c'est techniquement challengeant. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on voit des applications à ça dans la vraie vie.
Et je pense que c'est ma motivation numéro 1, c'est à la fois de voir que ce qu'on est en train de développer, il va servir à des gens. Je pense que le truc dont je serais le plus fière, c'est le jour où je verrai un patient dans un exosquelette, dans la rue, en train d'aller chercher son pain. Ouais. Ce serait trop bien le jour où on verra ça. Et je pense pas que j'ai envie de partir tant que je ne verrai pas ça. Okay. Et on voit que c'est aussi une industrie qui change beaucoup, quoi. Les métiers changent beaucoup. Toi, comment tu vois ton rôle, plus particulièrement, ton métier, évoluer un peu les prochaines années? Alors déjà, mon métier, il a beaucoup évolué entre quand je suis sortie d'école et aujourd'hui. Okay. Je pense que ça a été de l'apprentissage permanent. Il va encore beaucoup évoluer, notamment, on parle beaucoup de la révolution de l'IA, mais c'est quand même vrai. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus facilement grâce à l'IA. Il y a aussi pas mal de questions de comment embarquer les équipes et embarquer les gens. Ça aussi, ça change beaucoup le rapport de chacun à son travail. Et on a besoin d'une équipe entière pour aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc je pense que c'est les 2 gros aspects qui vont le plus changer. Techniquement, il se passe beaucoup de choses, mais le plus important, c'est de miser sur l'équipe qui a des talents, qui ont des compétences complètement dingues et qui sont capables de développer ça. Et par contre, il faut réussir à ces gens-là les attirer, les garder et réussir à construire quelque chose ensemble. Et donc, toi, tu penses c'est quoi un peu les compétences un peu essentielles pour travailler dans ces domaines un peu très précis comme la robotique, la santé, les secteurs un peu industriels en industrie de pointe? C'est quoi un peu les compétences qu'on recherche aujourd'hui chez les jeunes? Chez les jeunes et moins jeunes, finalement. Techniquement, on a toujours un challenge. Là où il y a le plus de changements en ce moment, c'est surtout sur la partie logicielle via l'IA. Donc c'est là probablement où aujourd'hui il y a le plus de changements dans les types de compétences recherchées. Parce qu'il y a des changements en mécanique, mais c'est moins marqué. Et surtout, ça change moins radicalement les choses au quotidien, quoi. Après, il y a des métiers qu'on imagine moins, parce que ceux-là, on y pense tous. Mais on ne pense pas à tous les métiers juste autour. Tout ce qui est qualité, réglementaire, clinique. Nous, on a des kinés dans notre équipe aussi. Donc, on ne s'imaginerait pas aussi qu'en tant que kiné, on peut travailler dans l'industrie. Donc, finalement, c'est plein de métiers différents qui se rejoignent pour créer un même produit. Et donc, même si on n'est pas directement technique, on peut faire partie d'un projet fortement technique. Donc il y a aussi une grosse part aussi de curiosité aussi sur s'ouvrir à d'autres sujets. Par exemple, un kiné qui va travailler dans une entreprise de produits qui se tourne un peu plus vers la partie logicielle dans l'industrie et dans la santé. Il faut aussi une grande part de curiosité. Là, ce serait quoi un peu, je sais pas, un conseil un peu pour ouvrir un peu la curiosité des jeunes sur, je sais pas, un livre ou une lecture ou n'importe quelle ressource qui pourrait un peu étayer leur curiosité sur le sujet que tu recommanderais? Bonne question. Je pense que surtout s'ouvrir sur ce qu'il existe de différent. Je ne sais pas si j'ai des recos de livres ou de ressources de ce type-là. Je pense que, en gros, c'est pas les compétences techniques pures qu'on apprend qui vont nous servir le plus, je pense, dans la vie. À moins qu'on ait un métier très, très, très technique. Je fais de la mécanique poussée, c'est ça que j'aurais besoin. Je pense plus s'ouvrir à ce qui existe. En fait, on ne se rend pas compte quand on est jeune et qu'on est à l'école qu'on peut facilement changer de domaine et que souvent, ce qui nous bloque, c'est de ne pas savoir que ça existe ou d'avoir des idées préconçues sur ce que je devrais faire. Alors que le métier qu'on a à la sortie d'école et le métier qu'on a 20 ans après, c'est pas du tout le même. On a un petit rituel dans le podcast, c'est des questions un peu plus personnelles pour un peu boucler la boucle avec le début. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Audrey qui sort d'école ou à la Audrey de 20 ans qui rentre en école d'ingé? Je pense, du coup, quand j'ai commencé mon parcours, je me suis beaucoup dit il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir. Et j'ai eu du mal à le trouver au début et j'ai failli me résigner. J'ai failli me dire peut-être que c'est pas trop fait pour moi, mais peut-être que c'est comme ça. Et je l'ai pas fait. Et je suis très contente de ne pas l'avoir fait, mais j'aurais aimé avoir ce conseil avant. Et pas se dire, si je suis dans une entreprise dans laquelle je ne me plais pas trop, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et c'est pas parce qu'elle ne me plaît pas à moi qu'elle ne plaira pas à quelqu'un d'autre. Et du coup, oser dire que c'est pas ça qu'il me faut et que c'est autre chose, quoi. Et c'est pas si évident parce que souvent on se dit,
Je vais avoir le profil de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais si, en fait, je sais vachement bien ce que je veux. Juste ça, c'est pas pour moi. Ouais, c'est un très bon conseil. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément conseiller d'entrée de jeu, mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut pas, c'est aussi savoir ce qu'on veut dans son parcours. Est-ce que tu aurais une phrase, un conseil que tu aimerais aussi laisser aux jeunes femmes qui hésitent à se lancer dans l'industrie, même après avoir écouté tout cet épisode? C'est facile à dire, d'oser. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel les jeunes femmes qui hésitent pourraient se raccrocher, c'est essayer de se rapprocher de gens qui l'ont fait et en discuter. Parce que à partir du moment où on hésite, c'est qu'on a envie. Et du coup, si on a envie, c'est dommage de se priver. Et peut-être qu'il manque un petit déclic. Et dans ce cas-là, je pense que le mieux, c'est d'en discuter avec des gens qui ont été enthousiastes de faire ça, de se lancer dans la partie soit super technique, soit industrielle, et pour lesquels ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que parfois c'est un peu dur quand on est jeune de trouver un peu des rôles modèles, des mentors un peu dans le domaine? Est-ce que toi, il y a quelqu'un qui t'a plus ou moins inspiré au long de ton parcours, une rencontre un peu qui t'a marqué? Je me suis pas trop posé la question. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent et qui n'osent pas, et je suis pas passée par cette phase-là, parce que je savais que j'avais envie d'apprendre des choses. Et donc c'était facile pour moi, je pense. Donc non, j'ai pas eu ça, mais par contre j'imagine bien que ça peut servir à des gens qui hésitent. Et il faut se dire qu'on a besoin de plus de gens différents, on a besoin de plus de points de vue différents, parce que si on veut être créatif et si on veut faire des choses, il faut pas avoir que des gens avec le même profil et avec la même école et du coup le fait de venir dans l'industrie et le fait de venir dans des métiers dans lesquels les femmes sont moins représentées, ça sera une richesse pour la suite, quoi. Même si c'est facile de dire ça. Non, c'est facile. Non, mais le chemin n'était pas facile. Voilà. C'est facile de le dire, après de l'appliquer, c'est moins facile. Mais c'est important de l'entendre aussi. Alors, merci beaucoup Audrey pour cet échange, à la fois qui a été très clair et très inspirant. Aujourd'hui, on a vraiment parlé donc de robotique, d'industrie et de fabrication, mais surtout des parcours et des choix professionnels qui se cachent derrière. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Industriel. Chaque mois, nous donnons la parole à une femme qui, d'une manière ou d'une autre, transforme l'industrie. Vous pouvez également suivre La Facto sur LinkedIn pour découvrir nos actions et nos événements autour de l'industrie et des jeunes générations. Industriel, c'est la voix des femmes qui fabriquent le monde. À très vite.